La campagne électorale au sens juridique du terme ne commencera qu'après le dépôt des listes. Or, les listes doivent être déposées, les listes pour les élections européennes, avant le 3 mai. C'est-à-dire que la campagne électorale va commencer le 3 mai. Mais vous voyez bien là, c'est une arnaque. Parce que les lois qui imposent qu'il y ait une équité de traitement entre les listes, maintenant, elles s'appliquent pendant les 3 dernières semaines. Or, les spécialistes de politique savent qu'il y a ce qu'on appelle la période de cristallisation des votes, qui commence bien avant 3 semaines, même s'il est exact que depuis quelque temps, les gens, ne sachant plus à quel sein se vouer, hésitent et ne savent plus. D'ailleurs, on les comprend parce que c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Donc, c'est vrai qu'il y a tendance à avoir des choix de dernière minute. Mais quand même, quelqu'un qui commence sa campagne à partir du mois de janvier, comme M. Macron, lâchons le mot, puisque Macron a commencé sa campagne, vous avez vu qu'on voit plus souvent Macron à la télévision française que Kim Jong-un à la télévision nord-coréenne, quand même. Donc Macron a lancé sa campagne, mais il paraît que c'est très bien, il paraît que c'est très républicain, très constitutionnel, en utilisant tous les moyens de l'État. Et ça n'entre pas, paraît-il, dans le principe d'équité. Et puis après ça, on a commencé à voir ici ou là, il y a eu une réunion, je crois, une émission sur, je ne sais plus si c'était TF1, où ils avaient réuni les 6 responsables des partis politiques pour savoir comment sortir de la crise des Gilets jaunes. D'ailleurs, les 6 responsables en question étant rejetés par les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on fait des émissions où la télévision française, qu'elle soit privée ou publique, se permet de fixer le périmètre des gens qu'ils vont inviter. Peut-être avez-vous vu le débat d'hier soir. Dans ce débat, j'ai le sentiment que si je n'avais pas été dans ce débat, ni ma chaîne stéréo avec, je pense que le débat aurait été tout à fait différent. Si on était resté au périmètre, si le tribunal administratif de Paris n'avait pas fait droit à la demande de Benoît Hamon, Laurent Philippot et François Asselineau d'être présents sur place, si donc au lieu d'avoir les 12 personnes d'hier, il y avait eu 9 personnes, si le débat d'hier avait concerné M. Bardella, M. Bellamy, M. Jadot, M. Glucksmann, qui ne savait pas pourquoi il était là, Monsieur, comment dirais-je, j'en oublie quelqu'un, monsieur Dupont-Aignan, monsieur, comment? Non, j'ai dit la, non, comment? Non. Monsieur, non, il était justement, non, je parle des 7 premiers invités. Alors, Jadot, Bardella, Dupont-Aignan, Bellamy, Glucksmann, Madame, ah oui, j'avais vu là, Madame Aubry, Manon Aubry. C'est sans doute la présence parmi nous de Sylvie Eivard qui m'a fait penser que peut-être la France insoumise s'était volatilisée. Madame Aubry et Madame Loiseau, imaginez qu'il y ait eu ça, on aurait eu en fait un déballage, ce qu'un festival, d'autre Europe, de changer d'Europe. Très finement, Martine a fait remarquer qu'ils s'étaient embêtés de ma présence. Ils étaient très embêtés parce que, après, on a accepté M. Brossat, qui est pour une autre Europe, et M. Lagarde, qui milite pour une autre Europe. Donc on avait M. Bardella qui milite pour une autre Europe. Et d'ailleurs maintenant je ne me prive pas de dire, par exemple à des gens qui viennent me voir, des européistes, je leur dis mais vous parlez comme Madame Le Pen. Ben oui, puisqu'ils sont eux aussi pour une autre Europe. Donc M. Bardella est pour une autre Europe, M. Bellamy pour une autre Europe, Madame Aubry pour une autre Europe, M. Dupont-Aignan est pour une autre Europe,
Monsieur Brossat pour une autre Europe, Madame Loiseau est pour une autre Europe, Monsieur Jadot est pour une autre Europe et Monsieur Glucksmann est pour une autre Europe. Donc on aurait eu un festival d'autres Europes si on n'avait pas eu finalement les personnes qui étaient là. Et je crois honnêtement, sincèrement, je parle là, je ne plaisante pas, je dis vraiment les choses telles que je le pense. D'ailleurs, quand je plaisante, je pense aussi. Je pense que le débat n'aurait pas été le même. Et je suis d'ailleurs allé voir, à l'issue de ce débat, je suis allé voir Monsieur Le Tranchant, le directeur de l'information, et je lui dis alors, finalement, d'abord je lui ai remercié de m'avoir invité, mais c'est un plaisir. Je lui demande que ça vient du cœur. Et je lui ai dit, donc, vous avez, finalement, ça s'est pas mal passé. Bon, il y a eu des moments de cacophonie. Bon, moi, j'y ai pas participé à la cacophonie. Je me suis bien resté, pas parlé, pour une fois. Mais globalement, même à part les passages où il y avait effectivement un peu de cacophonie, ça s'est quand même passé. Et d'ailleurs, je lui ai dit, mais finalement, pourquoi absolument faire d'ailleurs des émissions avec 12 ? On peut très bien faire 2 émissions avec 6. Ou 3 émissions avec 4. Ou 4 émissions avec 3. Ou 6 émissions avec 2. Ou 12 émissions avec 1. Et je lui ai dit, je me suis permis de lui dire, mais dans le fond, de vous à moi, je n'en parlerai à personne. De vous à moi, si j'avais pas été là, il y aurait quand même eu un peu moins d'intérêt. Et il m'a dit, c'est vrai, c'est tout à fait exact. Alors je dis ça parce que, non pas pour m'envoyer des fleurs à la liste de l'UPR, mais je dis ça parce que c'est extrêmement grave la décision qui a été prise par le Conseil d'État, puisque le Conseil d'État a cassé la décision du tribunal administratif, ce qui risque de faire jurisprudence, c'est pour ça que j'en parle. Le Conseil d'État a cassé en disant que, à son avis, la pluralité politique avait été respectée. C'est-à-dire que le Conseil d'État n'a pas vu, ou plus exactement, ce ne sont pas des imbéciles, puisqu'ils sont sortis premiers de l'ENA. Le Conseil d'État n'a pas vu ou a fait semblant de ne pas voir que dans un débat sur l'Europe, ne pas donner la parole à quelqu'un qui propose d'en sortir est attentatoire à la libre expression et à la pluralité des opinions. C'est-à-dire que le Conseil d'État semble ne pas avoir compris que la scène politique française est encombrée de leurres politiques qui ne proposent jamais la solution que je propose depuis 12 ans que j'ai créé l'UPR, la seule solution qui soit viable, qui est la sortie de l'Union européenne. Alors, nous avons eu ce festival d'Autre Europe, un peu, vous savez, comme le festival de Cannes. Je crois honnêtement qu'on peut remettre la Palme d'Or à ce géant du cinéma français, cette réalisatrice hors pair. J'ai nommé Nathalie Loiseau, Palme d'Or de Festival de l'Autre Europe avec son film Piment d'Espelette, Mon amour. Franchement, non mais franchement, attendez, toute polémique mise à part, moi j'ai sorti ça. Les étoiles d'or sont collées dessus, elles ont une fâcheuse tendance à s'en aller, ce qui est un symbole décidément parfaitement calculé. Ces fichues étoiles d'or ont une envie, c'est de s'en aller, semble-t-il. J'ai sorti ça parce qu'on nous avait demandé un objet, vous savez, il fallait venir avec un objet. Alors on a réfléchi, et puis... Bon, je ne veux pas vous dire tous les objets auxquels on avait pensé. Non, non, la décence m'interdirait de le dire.
J'avais eu l'idée d'instruments de torture. C'est Fabien Seman, notre responsable de la chaîne UPR-TV, qui a suggéré les monotes. Certains de l'entourage ont dit peut-être qu'il allait dans un sex shop de Pigalle. J'ai dit non, on va prendre des menottes, des vrais, ce sont des vrais, puis on va les peindre en bleu, puis on va mettre des couleurs aux étoiles d'or. Ça, c'est moi qui ai eu l'idée. Et c'est également moi qui ai eu l'idée de faire cette petite clé bleu-blanc-rouge qui représente le Frexit. J'ai le plaisir. J'ai le plaisir de vous signaler que cet objet va être en fait le symbole de notre campagne pour les élections européennes, parce que ça a été acclamé en fait sur les réseaux sociaux. Il y a même le Huffington Post qui a fait un article entier dessus. Et c'est le dernier. Je pense que Hermès d'ailleurs va en sortir une version. Hermès va sans doute en sortir une version à 2 881 € en acier et 28 900 € en argent massif. Au même moment, Madame Nathalie Loiseau nous a expliqué qu'il fallait faire l'Europe, qu'il fallait brader nos services publics, en somme, laisser s'évanouir l'industrie française, laisser les fonds de pension américains racheter Technip, laisser les Allemands mettre la main sur le TGV, laisser des Chinois acheter des centaines d'hectares de terres agricoles dans la Beauce ou bien des forêts entières, quand il ne s'agit pas de ces 120 châteaux dans le Bordelais qui ont été vendus à des intérêts chinois. Madame Loiseau nous a expliqué qu'il fallait fusionner les communes, supprimer les départements. Enfin, elle ne l'a pas dit, mais elle le pensait très fort. Madame Loiseau se fait le porte-parole d'un parti politique qui est d'accord pour transférer de plus en plus de souveraineté nationale à l'Union européenne. Ce n'est pas elle qui l'a dit, c'est M. Aurélien Taché, ou Taché, enfin dans un cas comme dans l'autre, c'est pas terrible, qui est le porte-parole d'En Marche. Il avait dit ça sur C8. Madame Loiseau nous a expliqué que ça valait le coup, finalement, de démolir le droit du travail, de supprimer les contrats à durée indéterminée. Madame Loiseau nous a laissé comprendre que ça valait le coup de s'attaquer aux retraites, de supprimer l'ISF, parce que toutes ces mesures, je l'insiste, sont inscrites dans le rapport des grandes orientations des politiques économiques de 2015, par exemple, la privatisation de Engie, la privatisation de la SNCF, la privatisation d'EDF. Bref, Madame Nathalie Loiseau nous a expliqué que tout ça, c'était formidable parce que, grâce à l'Europe, nous avons maintenant des bocaux de piment d'Espelette. Franchement, Madame Loiseau ne vole pas très haut. Mais nous lui avons accordé quand même la Palme d'Or. Oui, elle nous a plumé, on va lui clouer le bec, etc. Non, franchement, c'est dingue. Enfin, vous pensez que si on a bien compris, avec ça comme tête de liste, enfin, c'est dingue. Et elle a été ministre des Affaires européennes. Alors, dans le festival de l'autre Europe, il y a également le Grand Prix que nous avons attribué au réalisateur Yannick Jadot pour son film Les Verts contre-attaquent, où il nous a expliqué en gros qu'il fallait se mettre tous ensemble pour lutter contre l'effet de serre, qu'il fallait adopter les traités européens, respecter les traités européens qui, notamment par l'article 63, organisent les délocalisations, donc permettent en fait, ou forcent plus exactement,
les Français à se pourvoir en produits fabriqués à 15 000 km de là, et si on passe par le cap de Bonne-Espérance, ça fait bien 22 ou 25 000 km de navires, pour aller les fabriquer en Chine. Et que tout ceci, ce sont les traités européens. Être européen et écologiste, je sais pas, ça s'appelle un chaud-froid de volaille ou un oxymore, puisque par essence, par nature, comme l'expliquait d'ailleurs tout à l'heure très bien Sylvie, la construction européenne est fondée justement sur la maximisation du profit, sur la considérer l'agriculture comme une source de profit, mépriser les terroirs, obliger les grandes exploitations agricoles à devenir plus grandes encore, fermer de force, contrainte à la faillite, les petites exploitations, avec le cortège de suicides que vous savez, c'est qu'un agriculteur se suicide en France tous les 2 jours, avoir une augmentation considérable de l'utilisation des pesticides, des herbicides que l'on retrouve, y compris maintenant, dans le sang des bébés. Eh bien, tout ceci découlant directement de notre appartenance aux traités européens. Mais ça, M. Jadot ne veut pas le voir. M. Jadot nous a fait le coup de l'autre Europe. De l'autre Europe, comme je lui ai d'ailleurs mis sous le nez. Sous le nez, l'autre Europe, comme il y avait, je ne sais pas si on le montre ici à l'écran, mais l'autre Europe, en 2005, les Verts présentaient une affiche, c'était pour la Constitution européenne, ils appelaient à voter oui pour une autre Europe écologiste. Ensuite, le prix du jury. Prenez comme le festival de Cannes. Je suis en haut du escalier rouge. Le prix du jury a été attribué à M. Bellamy pour son film « Le curé de campagne électorale ». M. Bellamy a pris des postures je l'ai observé pendant toute la soirée. Il n'était pas mauvais, il aurait fait franchement un excellent évêque. Il était là en train d'expliquer avec beaucoup de componction pourquoi il ne fallait pas être naïf dans le cadre de l'Europe et qu'il fallait donc avoir une autre Europe qui permettrait de résoudre le problème des Français. Là, t'es là. Mais si vous examinez ce discours de près, vous vous rendez compte que c'est complètement creux et qu'il n'y a rien d'autre que des vœux pieux, ce qui est le cas de le dire d'ailleurs, de la part de M. Bellamy. J'ai assez apprécié, à vrai dire, lorsque M. Dupont-Aignan lui a un petit peu rappelé qu'il faisait partie d'un parti, le Parti des Républicains, qui a toujours voté, qui a d'ailleurs appelé à voter pour la Constitution européenne, qui, comme les Français, avaient voté contre. Je rappelle que c'est les Républicains, enfin l'UMP, qui a ratifié le traité de Lisbonne contre la volonté des Français. Et voilà maintenant que le représentant de ce parti vient nous dire que ça ne marche pas et qu'il va falloir envisager une autre Europe. Mais alors qu'il est, lui, et le parti politique dont il relève, il n'est pas le seul, directement responsable de cette affaire. Le prix d'interprétation masculine a été attribué à M. Raphaël Glucksmann dans son film, où il est criant de vérité, le film qui s'appelle « Pourquoi suis-je là ?» Il était à côté de moi, ou moi à côté de lui. Je vais vous raconter un petit secret. Comme avait dit, c'était ce que De Gaulle avait dit depuis le balcon de l'hôtel de ville de Montréal en 1967, au moment où il allait lancer ce pavé dans la mare. C'était même pas un pavé dans la mare, c'était une bombe atomique politique. Lorsqu'il avait lancé Vive le Québec libre, il avait dit devant les milliers de Québécois réunis devant lui, il avait dit « Je vais vous dire un secret que vous ne répéterez à personne ».
Donc là, je vais vous dire un petit secret. Non, mais monsieur Glucksmann m'a paru tout à fait sympathique d'ailleurs, mais il m'a dit, est-ce que vous avez le trac? Je dis, bon, non, vous savez, maintenant je commence à... Je dis, et vous? Il dit, ah, il était... Il me dit, en tout cas, vous savez quoi dire. Je lui ai dit, parce que vous écoutez peut-être, vous connaissez peut-être ce que je dis. Il me dit, oui, je regarde tout. Comme il n'a pas encore pris sa carte, mais ça me saurait tarder. Et alors je lui ai dit, parce qu'on était, vous savez, il nous avait mis dans les coulisses, là, avant de sortir, puisque maintenant les réunions politiques, c'est un peu comme une espèce, il faut qu'on sorte comme des pom-pom girls, bientôt ils nous donneront des... Franchement, enfin, c'est quand même une dégradation de la... Là, je ne plaisante pas, mais c'est vraiment une dégradation de la fonction politique quand on y réfléchit bien, si vous y réfléchissez bien. Vous imaginez en 1965 que l'on ait mis dans les coulisses de la télévision, qu'on ait coincé le Canuet, De Gaulle, Barbu, Jacques Duclos, comme ça, qui aurait été dans un coin, et puis après on leur aurait demandé de sortir comme ça. Pauvre France. On est quand même obligé, moi je l'ai quand même bien content d'être là, pour vous représenter en fait, et pour représenter le mouvement politique que nous avons créé. Et par moments, vous savez, comme je le dis parfois, j'ai avalé tellement de couleuvres que j'ouvrirai bientôt un muséum d'histoire naturelle. Par moments, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? À être comme ça coincé, à être obligé de faire risette entre des gens avec qui je n'ai aucun point commun et qui sont là, on est enfermés, après on est là, obligé de sortir, de descendre un escalier comme chez Ardisson, etc. Tout ça, c'est quand même, ça participe d'une certaine forme de showbiz, de dévalorisation de la fonction politique, dont je rappelle que c'est la plus noble qui soit, parce que c'est de notre vie collective qu'il s'agit. Et donc, pour en terminer... Avec M. Glucksmann qui m'avait confirmé, enfin qui m'avait dit qu'il écoutait tout ce que je disais. Je lui dis, bon, je crois que vous n'êtes pas le seul. Et je lui dis, reconnaissez que je ne dis pas que des conneries. Il a fait un grand sourire en me disant, c'est vrai, pas que. Alors, dans son grand prix d'interprétation masculine que le jury lui a accordé à l'unanimité, il est particulièrement convaincant lorsqu'il joue ce personnage ahuri qui ne comprend pas ce qu'il fait sur scène et qui demande mais pourquoi suis-je là? Et d'ailleurs, la liste que je dirige, pourquoi on ne la fusionne pas? Je n'ai pas compris la différence avec vos listes. Vous avez vu, c'était un grand moment de l'histoire politique. Le prix d'interprétation féminine a été attribué par le jury à Madame Manon Aubry pour son personnage très convaincant dans le film Jean-Luc, avec l'abandon du plan B, pourquoi m'as-tu planté? On sentait que Madame Aubry était dans ce paradoxe insoutenable que Sylvie a si bien résumé tout à l'heure et qui taraude en fait beaucoup d'électeurs de la France insoumise, et comme beaucoup d'électeurs de gauche, ou d'ailleurs de droite aussi. C'est-à-dire qu'ils voient bien qu'on se moque d'eux. Ils voient bien que ça tourne pas rond. Ils voient bien qu'on a l'impression qu'il y a des mots tabous, une pensée taboue. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit à l'instant Martine lorsqu'elle parlait de ces mots tabous. Je crois que le cœur du problème, il est là, c'est que nous avons affaire à quelque chose qui est une espèce d'indicible. J'ai vu tout à l'heure, d'ailleurs, sur un des réseaux sociaux, quelqu'un qui expliquait qu'il était avant pour une autre Europe, non, pour une Europe, que l'Europe c'était la paix, que l'Europe unissait, qu'on était plus fort, ici et ça. Et puis que finalement, le jour où il savait que ça ne marchait pas, il avait vu pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, etc., les analyses de l'UPR, et il était dans un état de plus en plus complexe à l'intérieur de sa tête, parce qu'il voyait bien que ce que nous disons tous ici,
C'est tout simplement la vérité. Et il voyait bien que pour des raisons ayant trait au qu'en dira-t-on en définitive, au qu'en dira-t-on, si je dis qu'il faut sortir de l'Union européenne, je ne serai plus quelqu'un de bien. L'autre jour, on était à Londres, où on a organisé une formidable réunion sur le Brexit. Et il y avait 700 personnes dans la salle. C'est le plus grand rassemblement de politiques de Français qui a eu lieu, je pense, depuis 1940 à Londres, avec des Français venus de France. Et il y avait 17 personnalités, dont 15 personnalités britanniques qui étaient là. Et parmi ces personnalités, il y avait des anciens ministres conservateurs, dont notamment Lord Hamilton of Epsom, ancien ministre de la Défense. Il y avait également côté des anciens ministres travaillistes, notamment une dame qui a été ministre des Sports. Et puis, il y avait une jeune femme qui devait avoir à peu près 29 ans, qui s'appelait Lucy Harings, enfin qui s'appelle toujours Lucy Harings, et qui a créé une association à Londres d'abord, puis étendue au Royaume-Uni, et qui a beaucoup de succès, parce que c'est une espèce d'association de soutien psychologique aux électeurs du Brexit. Mais c'est vrai, parce que la même chose se produit au Royaume-Uni, ne croyez pas. Hein. J'ai appris, par exemple, à ma grande surprise, que la BBC se comporte au Royaume-Uni exactement comme comme France 2 en France. C'est-à-dire que les Brexiteurs sont traités plus bas que terre à la BBC. Et elle a fait, donc, c'est un mouvement sorti du peuple, en fait, cette association. Elle nous a expliqué, alors elle était assez drôle, elle avait du peps. Elle expliquait, et vous verrez d'ailleurs, on a enregistré tout ça, elle a expliqué qu'elle en avait assez. Que lorsqu'elle disait qu'elle allait voter pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, d'être traînée plus bas que terre par son entourage professionnel ou amical. Des gens qui lui disaient, et c'est ce qu'elle nous a dit, elle nous a dit, on me disait, enfin elle le disait en anglais, mais on me disait que j'étais raciste, on me disait que j'étais xénophobe, on me disait que j'étais une idiote, on me disait... Et c'était exactement criant de vérité. Et puis elle a dit, un jour, elle en a eu assez. Elle a dit, mais j'ai autant le droit que vous de penser et de dire ce que je pense. Et s'il y a des idiots dans la salle, c'est vous parce que vous n'avez pas réfléchi à ce pourquoi vous êtes pour l'Europe. Vous êtes pour l'Europe tout simplement parce qu'il faut être pour l'Europe, point barre. Reconnaissons, lorsque je suis passé chez Ardisson, reconnaissons à l'éditorialiste Yann Moix, vous l'avez vu, qui a participé à cette émission, Yann Moix qui a commencé à faire son discours en disant, vous l'avez vu, au fond, j'ai toujours été pour l'Europe, mais au fond, j'ai commencé à réaliser que je ne sais pas pourquoi. Eh bien ça, c'est le début, excusez-moi de vous le dire comme je le pense, mais de la libération. C'est-à-dire que l'UPR n'est pas seulement un mouvement de libération nationale. C'est d'abord un mouvement de libération mentale que nous vous proposons. Donc pour clôturer notre remise des prix du Festival de l'Autre Europe, le prix du scénario a été donné à M. Jordan Bardella pour son film « La passoire rouge ». Et le prix de la mise en scène à M. Philippot pour son film « Le plagiaire apprivoisé ». Franchement, si vous avez regardé ce débat, vous avez senti, je pense, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, que l'UPR vient de franchir une étape. Vient de franchir une étape parce que, à plusieurs reprises dans ce débat, où je me suis gardé de participer à la cacophonie ambiante, à plusieurs reprises dans ce débat, il me semble que les spectateurs ont pu constater que lorsque je prenais la parole,
tout le monde se taisait. En réalité, ils passent tous leur temps à me pomper. Enfin bon. J'ai vu M. Dupont-Aignan me reprendre la métaphore du syndic et de la copropriété. Métaphore que j'utilise depuis peut-être 10 ans. Il se l'est approprié sans vergogne. Ça. Ah oui, elle est bonne, oui, ça c'est sûr. J'ai vu M. Bardella commencer à expliquer que dans le pacte d'Aix-la-Chapelle, traité franco-allemand, il était question du siège au Conseil de sécurité de la France, plus exactement que la France faisait de sa diplomatie, un des objectifs de la diplomatie française, c'était de donner le siège au Conseil de sécurité, faire en sorte que l'Allemagne ait un siège au Conseil de sécurité. Et M. Bardella a commencé à expliquer que le Rassemblement national, avait analysé qu'en fait c'était le doigt dans l'engrenage pour la cession du siège au Conseil de sécurité. Donc je l'ai interrompu pour faire remarquer que c'était moi qui l'avais dit et que le Front national s'en était emparé. D'ailleurs, c'est tellement vrai que j'en parlais déjà pendant l'élection présidentielle, il y a 2 ans. Vous avez vu que M. Bardella a dit oui, c'est tout à fait vrai, mais c'était une très bonne idée. On a vu M. Philippot faire de la stéréo, comme d'habitude, mais en moins bien. Et au-delà de ça, je me rappelle ce qu'a dit M. Glucksmann, en réalité, lorsque j'ai pris la parole, il me semble que tout le monde s'est tu parce que, vous savez, il y a un beau proverbe chinois qui dit « Nul n'est besoin d'élever la voix quand on a raison ». Eh bien, en réalité, ce qu'a montré le débat d'hier, ce n'était pas un débat sur l'avenir de l'Union européenne. Sur chaque point, vous avez pu constater que tout le monde, toutes les autres personnes présentes, constataient un désastre. Et lorsque je prenais la parole, ils n'avaient rien à redire, parce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes que nous avons raison. Et c'est ça qui compte. Et ça a été vu par le public. Ça a été vu et constaté par le public qui a pu mesurer à quel point, en effet, nos analyses sont en train de progresser fortement. Et comme l'avait dit un responsable politique que je préfère ne pas mentionner, les Français préfèrent toujours l'original à la copie, du moins lorsque certains veulent nous copier. Mais surtout, les Français constatent l'impasse majeure que représente leur proposition d'autre Europe. Comme l'a dit d'ailleurs Martine très finement, ils n'osaient pas trop dire changer l'Europe. Ils étaient là en train de tourner autour du pot, mais en fait, ils ne savent plus quoi dire ni quoi faire. En réalité, je citerai cette belle parole que De Gaulle avait dit à Westminster lors d'un voyage. Il était président de la République, c'était en avril 1960, il s'est rendu au Royaume-Uni. Il avait dit cette belle parole: « Voyez comme le temps se charge de mettre en relief ce qui compte et d'effacer ce qui importe peu. » En réalité, depuis 12 ans que j'ai créé l'UPR, la progression est fantastique. Personne n'aurait parié un copec, sauf Vincent Brousseau, que le petit groupuscule minable qu'avec tristesse j'essayais de lui cacher alors qu'il avait tout compris avec son œil de lynx, ce petit groupuscule, eh bien, il avait finalement tout pour rater, puisqu'il n'avait aucun soutien politique, aucun soutien médiatique et aucun argent. On n'avait même pas Internet au début. Mais il avait quelque chose qui est au-dessus de tout ça, c'est qu'il avait les bonnes analyses et les bonnes propositions, et que c'est ça qui est en train
de nous propulser vers les sommets. Le seul obstacle majeur auquel nous sommes confrontés, ce n'est pas l'argent. Vous avez vu d'ailleurs que les autres partis politiques ont des soucis d'argent. Et d'ailleurs, nous allons voir le 3 mai prochain, ou plus exactement le 4 mai, si toutes les personnes qui ont été invitées hier, en définitive, ont bien déposé une liste nationale. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir 79 noms, alternés hommes-femmes. Il s'agit aussi d'avoir l'argent nécessaire pour cela. Or, comme la plupart de ces partis, soit sont désendettés, soit sont très endettés, soit n'ont pas d'adhérents ou très peu de militants, eh bien, ils ont besoin d'avoir des prêts bancaires qui, semble-t-il, leur sont refusés. Donc, nous ne sommes même pas sûrs qu'il y aura les listes qui ont été présentées hier, qui seront toujours là. Mais nous, je peux vous le dire, puisqu'il suffit de regarder notre compteur d'adhérents, grâce à vous, grâce à votre générosité collective, grâce à la mobilisation de tous, eh bien, je peux vous dire que nous allons avoir une liste le 3 mai prochain. Cette liste, elle s'appelle « Ensemble pour le Frexit ». Le Frexit, on a hésité. Est-ce qu'on l'utilise? Est-ce qu'on ne l'utilise pas? Et puis, finalement, vous savez comment je suis. Enfin, je pense que beaucoup d'entre vous me connaissent maintenant. Moi, je suis quelqu'un de franc, d'honnête. Et j'ai compris un jour dans ma vie, assez jeune, que finalement, il n'y avait rien qui désarmait plus les interlocuteurs que de leur dire la vérité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle hier, vous avez vu, ils ont sorti une question, il fallait voter une question finale dans le débat qui n'avait pas été annoncée. Ils ont modifié la question à la fin et ils ont dit « Prenez-vous l'engagement, si vous êtes élu député, de rester élu député jusqu'en 2024 ». Et sur les 12, il y en a 11 qui ont voté « oui ». Il n'y en a qu'un qui s'est abstenu, c'est moi. Et pourquoi je me suis abstenu? Le Thomas Soto, d'ailleurs, le journaliste, a bien compris. Je me suis abstenu parce que je ne peux pas prendre cet engagement, parce que je compte fermement être candidat à l'élection présidentielle en 2022 et être élu. Cela n'a fait que mieux ressortir le mensonge, disons le mot, de M. Dupont-Aignan. M. Dupont-Aignan, en votant oui qu'il prenait l'engagement d'être député européen jusqu'en 2024, M. Dupont-Aignan va-t-il nous expliquer qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle en 2022 et que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut se mettre en congé pour le moins du Parlement européen? M. Dupont-Aignan, donc, en appuyant pour, il a montré qu'il préférait mentir pour faire genre, comme dirait mon fils, pour faire genre, du style « oui, j'ai l'Europe ». Non, M. Dupont-Aignan, en 2021, il laissera tomber son poste de député européen s'il est élu. Bien sûr. M. Philippot aussi. Enfin, il est vrai qu'il ne sera pas élu. Je ne sais pas, les autres candidats, ceux qui étaient là, ne peuvent pas prendre un engagement comme ça en conscience. C'est la raison pour laquelle je pense que ce petit vote d'hier était un peu une petite épreuve psychologique. Vous avez, sur les 12 candidats, 11 qui, en fait, ont eu peur du qu'en dira-t-on. Et il y en a un, parce que je ne peux pas prendre l'engagement de rester jusqu'en 2024, qui s'est abstenu parce que si je ne suis pas candidat, peut-être que j'irai jusqu'en 2024. Je n'allais pas voter contre parce que je n'ai pas résolu dans ma tête de quitter ce poste si je suis député. Mais j'ai cru et j'ai jugé nécessaire de dire la vérité. C'est à ce genre de petits détails, si vous me le permettez, que vous voyez
quelqu'un de solide, quelqu'un qui n'a pas peur de quelque intimidation que ce soit et quelqu'un qui dit la vérité, même si la pensée dominante aurait voulu que je vote comme tout le monde, pudiquement oui, 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 je vais être député jusqu'en 2024. Le parti politique que j'ai créé, qui s'est formidablement développé, ne vous propose pas le Frexit pour rien. Nous avons eu un tort collectif, j'ai eu un tort d'ailleurs, je le mesure, c'est d'avoir peut-être trop souvent insisté sur l'objectif, enfin exactement sur le moyen, et moins sur les objectifs. Lorsque nous disons que nous sommes pour le Frexit, un certain nombre de nos adversaires politiques ont fini par penser que c'était l'alpha et l'oméga de notre pensée politique, que j'étais une espèce de dingue qui n'avait que comme seul fantasme de sortir de l'Union européenne, point barre, et que je n'avais aucun programme. Ça m'a été reproché, ça on peut encore traîner sur les réseaux sociaux, l'UPR n'a aucun programme. Excusez du peu. Nous avons le programme le plus détaillé et surtout le seul programme qui puisse être appliqué que nous présentons aux Français. Puisque l'objectif de sortir de l'Union européenne, c'est un moyen qui permettra ensuite de donner satisfaction à ce que veulent les Français, c'est-à-dire d'abord redonner aux élections leur véritable sens, c'est-à-dire que les Français pourront voter pour un programme ou pour un autre, et ce seront eux qui seront redevenus les maîtres de leur destin. Si nous voulons sortir de l'Union européenne et de l'euro, c'est pour permettre de faire droit à la demande de nombreux gilets jaunes, par exemple, de rétablir l'ISF, qui nous est actuellement interdit par la Commission européenne, dont je rappelle qu'elle l'avait réclamé dans son rapport des grandes orientations des politiques économiques. Si nous voulons sortir de l'Union européenne, c'est pour fonder le référendum d'initiative populaire en toute matière, conformément à ce que souhaitent les Gilets jaunes, mais comme le dit un slogan qui fait florès sur les ronds-points, pas de RIC sans Frexit. Parce qu'établir un RIC ou un référendum d'initiative populaire sans sortir de l'Union européenne, ce serait assez exactement comme installer une agence de voyage à la prison de la Santé ou de Fleury-Mérogis. Parce que qui dit référendum d'initiative populaire dit par exemple révocation du président de la République au bout de 2 ans ou de 3 ans, il faudrait trouver un moyen. Mais dit par exemple la volonté de renationaliser les autoroutes, la volonté d'interdire la privatisation d'EDF, la volonté d'interdire la privatisation de la SNCF, la volonté de rétablir dans le Code du travail la nécessité, la légitimité du contrat à durée indéterminée. La volonté de rétablir également, de ne pas taper sur les retraites. La volonté d'avoir une politique internationale qui ne soit pas alignée sur celle des États-Unis d'Amérique. La volonté d'arrêter de déstabiliser les régimes extérieurs et de donner des leçons de morale et de démocratie à la planète entière. Vous savez que Macron, l'éborgneur, s'est fait une spécialité de donner des leçons de démocratie à la planète entière. Si nous voulons sortir de l'Union européenne, c'est justement pour accomplir cette belle parole, excusez-moi, je le cite un peu trop souvent, mais c'est une source d'inspiration inépuisable, de De Gaulle qui s'adressait aux Français en leur disant qu'il s'adressait à toutes celles et à tous ceux qui veulent avant tout que la France reste la France. C'est-à-dire pas un pays fermé, refermé sur lui-même. On nous a encore fait le coup. Vous avez vu hier des frontières, du mur, etc. Il y avait 2 candidats en mal d'inspiration qui sont venus, chacun avec leur morceau de mur de Berlin. J'ai failli leur demander si je pouvais avoir, parce que je voulais voir si c'était le même morceau qui avait été, si c'était un puzzle. Ils nous ont encore refait ce coup-là. Il y en a marre. Il y en a marre des gens qui nous disent « vous voulez remettre des frontières ». Les frontières, il y en a. Si vous allez prendre votre avion à Paris ou à Strasbourg,
Si vous allez à Djerba, vous êtes obligé de présenter votre passeport au départ de Mulhouse, de Bâle-Mulhouse, et à l'arrivée à Djerba. Si vous allez aux États-Unis, idem. Et d'ailleurs, ce pays, les États-Unis, que les partisans de la construction européenne souvent nous citent constamment comme un modèle à suivre, un peu moins vrai depuis que Trump est à la Maison-Blanche. S'il y a bien un pays où l'on surveille les entrées et les sorties de façon invraisemblable, c'est bien les États-Unis d'Amérique. Lorsque vous allez dans la plupart des pays du monde sortant de France, vous êtes obligé de montrer votre passeport. D'ailleurs, je trouve tout à fait extraordinaire ces gens qui disent « vous voulez rétablir des frontières, vous voulez refermer la France, etc. » alors que le programme même de ce qu'ils font, Macron passe son temps à expulser des immigrés clandestins qu'il renvoie en Italie à Salvini. C'est pour ça d'ailleurs que les Italiens sont vent debout contre les leçons de morale de Macron. Je rappelle que le budget de l'Union européenne a prévu d'augmenter considérablement Frontex, c'est-à-dire la surveillance des frontières de l'Union européenne. Alors pourquoi avoir des frontières autour de la France? Ce serait presque des tendances vers le camp de concentration. Et pourquoi avoir des frontières à l'Union européenne? Ce serait formidable. Tout ça ne tient pas la route. Ce que nous voulons, c'est que la France reste la France, qu'elle soit ouverte vers le monde et qu'elle ne soit plus enfermée dans ce petit périmètre étriqué qui va de l'Andalousie à la Laponie finlandaise et qui nous coupe de nos vraies amitiés à travers le monde. J'ai été quand même frappé de constater que les mêmes qui nous expliquaient que le mur de Berlin, étaient les mêmes qui ensuite nous... Pas tout à fait, pas Glucksmann, c'est vrai, mais c'était le cas de M. Lagarde. Les mêmes nous expliquaient en fait qu'il fallait faire attention à l'immigration et ceci et cela, que nous allions être submergés. C'est un sujet, vous savez, qui est clivant, sur lequel l'UPR a des positions qui restent encore à préciser, puisque, quand je dis reste à préciser, elles sont très précises dans notre esprit, mais ça veut dire par exemple que sur Schengen, dans notre programme, nous avions prévu de soumettre au référendum des Français, oui ou non reste-t-on dans Schengen. Mais mon intervention a été, je crois, notée, c'est que j'ai trouvé dans ces affaires que personne ne s'était inquiété de l'origine des problèmes migratoires que subit la France. Il a fallu que j'intervienne pour rappeler quand même ce petit détail, que s'il y a des migrants en Méditerranée, c'est parce que la France a détruit la Libye, que 70% du peuple libyen s'est enfui, que l'on a remplacé le régime, comme on dit, le régime de Kadhafi, a été remplacé par une espèce de seigneur de la guerre, par une espèce de conflit de basse intensité, comme disent les géopoliticiens, que tout ceci a déstabilisé le Machrek, a déstabilisé le Mali, le Sahel, que dans les interventions de la France en Syrie ont également, et pas de la France en Irak, puisque fort heureusement, à l'époque, Jacques Chirac et Dominique de Villepin s'étaient opposés à la guerre en Irak, qui est une guerre illégale, et la France ne s'y est pas mêlée. Mais il n'en demeure pas moins que la désintégration de l'Irak, la désintégration de la Syrie, la désintégration de la Libye. Lors de la campagne de 2017, lorsqu'on m'avait attaqué en me disant « Ah, monsieur Asselineau est sur Daesh, etc. », j'avais dit « Mais qui finance Daesh? Qui donne des armes à Daesh ?» Tout le monde sait que c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar qui sont derrière. Et derrière l'Arabie Saoudite et le Qatar, il y a qui? Et j'avais été tourné, vous vous rappelez, vers Macron en disant « Qu'en dites-vous, monsieur Macron ?» C'est là qu'il avait dit « Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. » Et c'est là que je lui avais dit « Mais de toute façon, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. » D'ailleurs, si Daesh a été vaincu, il faut le dire, c'est grâce à la Russie. Il est vrai que je reçois chaque mois des valises de Poutine
En tout cas, c'est ce qui a été dit dans Télérama et avec qui nous sommes en procès. Et je voyais d'ailleurs cet après-midi sur le Figaro, allez-y y jeter un œil si vous ne l'avez pas vu, il y a un sondage où on demande qui a été le plus convaincant des orateurs hier au débat, au grand débat, et sur les européennes, je ne parle pas du petit débat de Petit Macron, le grand débat sur les européennes, donc qui a été le plus convaincant. Et donc je le disais tout à l'heure, on en était, au moment où je suis venu ici dans cette salle, on en était à peu près à 40% pour votre serviteur, ce qui évidemment fait un peu... pour 45 000 votants, ce qui fait que les 11 autres doivent se partager 60%, que Mme Loiseau était à 4%, ce qui n'est pas beaucoup pour représenter le président de la République. Eh bien, si vous allez sur le fil de discussion, vous verrez qu'un certain nombre de personnes interviennent pour dire qu'il s'agit de bots, de robots venant de Russie qui votent pour moi. Tel quel. Alors, je vous le signale parce que, et je terminerai sur ce débat, ce qui est assez frappant, c'est qu'il n'y a pas eu un seul article, en tout cas j'en ai pas vu, sur le fond. Il y a le magazine Le Point qui a fait un résumé en disant les bons orateurs, les mauvais orateurs, ceux qui auraient mieux fait de ne pas être là, etc. Le Point a eu la gentillesse de me classer parmi les bons orateurs, parmi les meilleurs. Mais on jugeait ça un petit peu, si vous voulez, comme, je sais pas, on évoquerait dans un concours canin, voilà, ceux qui ont le poil frais, qui ont l'œil vif. Mais quant au fond du sujet, et je trouve assez extraordinaire, quand je parcours la presse, que tout est fait pour essayer, encore une fois, de me passer sous le tapis. À quel point, en effet, tout ce que nous disons leur fait terriblement peur. Leur fait terriblement peur parce que c'est grâce à la sortie de l'Union européenne que nous allons tous y arriver. Et il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre que c'est un mouvement général qui se produit dans le monde. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Si nous sommes à ce point blacklistés dans tous les grands médias, s'il a fallu que j'entre avec quasiment un chausse-pied, grâce à je ne sais pas quelle décision, pourquoi le président du tribunal de grande instance de Paris a pris cette décision, peut-être que secrètement il vote pour l'UPR, ce qui prouve d'ailleurs au passage à quel point il est scandaleux que la démocratie française dépende soit du président du tribunal de grande instance de Paris, soit du président de section du Conseil d'État, parce que ça n'est jamais qu'un homme ou une femme, or un homme ou une femme sont faillibles. Il est totalement anormal que l'on ait besoin de la justice pour faire assurer la simple liberté d'expression et la juste représentation de tous les courants de pensée, y compris des courants de pensée qui sont hétérodoxes et qui sont interdits d'antenne. Ne vous y trompez pas. La liste de l'UPR est la liste. Il n'y en a pas deux. C'est la liste qui leur fait peur. Le 26 mai prochain, vous avez 4 possibilités. La première, c'est de voter pour la liste de Mme Loiseau. Alors là, moi, je rends mon tablier. Non. Mais il y en a qui vont le faire. Le pire, c'est qu'il y en a qui vont le faire. Et qui se croient libres dans leur tête. Et qui se pensent plus malins que les autres. Alors qu'ils ne font... Ça s'appelle le psittacisme, c'est une maladie mentale. Ça vient de psittacos en grec, qui veut dire le perroquet. C'est-à-dire qu'ils ne font que répéter comme des perroquets ce qu'ils ont entendu sur TF1 et BFM TV. C'est horrible, en fait. Il faut espérer que Mme Loiseau est un don du ciel, elle va les dissuader de voter pour cette liste. Peut-être en pince-t-elle secrètement pour l'UPR. La deuxième possibilité, c'est que vous votiez pour les opposants de Sa Majesté, le Front National, dont je rappelle
Monsieur d'ailleurs Bardella hier l'a rappelé, que le Front National, officiellement, la claironnée Urbi et Orbi, ne veut pas sortir de l'Union européenne et de l'euro. J'avais déjà dit il y a 2 ans que c'était le cas, mais on ne voulait pas m'entendre. Maintenant, c'est fait, c'est réglé, René. Ce qui n'a pas empêché d'ailleurs M. Bardella d'expliquer que les Britanniques avaient tout à fait raison de sortir et de voter pour le Brexit. Alors, on n'y comprend plus rien. Lui, il dit qu'il ne faut pas, et il trouve que les Britanniques... Pourquoi on n'y comprend plus rien? C'est fait exprès. Parce que la stratégie politicarde de ce mouvement consiste à récupérer, à faire penser aux gens « Ah oui, il ne le dit pas, mais en fait, il le pense, parce qu'une fois qu'il sera au pouvoir, en fait, il fera... » Non, non, non. Ne croyez jamais à ça. Ne croyez jamais aux arrière-pensées des gens que je connais qui votent Dupont-Aignan et qui disent « Oui, oui, mais en fait, on est plus malin que vous, parce que Dupont-Aignan, en fait, il veut sortir de l'Union européenne, mais il vaut mieux avancer masqué, parce qu'Asselineau, il est très... » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment pouvez-vous faire confiance à des gens qui vous disent que le programme qu'ils présentent publiquement n'est pas le bon et qu'en fait, ils en ont un secret qu'ils mettront en œuvre? Mais comment pourront-ils mettre en œuvre ce programme secret s'ils n'ont pas été élus pour cela, alors que toute l'oligarchie médiatique, etc., sera là pour essayer d'empêcher? Parce que nous ne devons jamais oublier ce qui s'est passé en 2005. Nous ne devons jamais oublier ce qui s'est passé avec le Brexit. Lord Hamilton of Epsom, ancien ministre de la Défense, le samedi dernier, dans la soirée où nous étions 700, il nous s'est adressé à nous, il a dit « Je vous soutiens l'UPR », mais il a dit « Je vous mets en garde ». Et d'après notre propre expérience, nous avons cru, nous, qu'à partir du moment où les Anglais auraient voté pour le Brexit, eh bien, les choses se passeraient normalement fair-play. Nos opposants ne sont pas fair-play. Ils n'abandonneront jamais. Ils sont battus à 45%, ils le font quand même. Eh bien, nous, il faut savoir que lorsque je serai un jour élu, lorsque nous serons un jour élus, moi-même ou mon successeur ou je ne sais pas qui, lorsque nous arriverons au pouvoir, si nous arrivons à faire passer le Frexit, une fois que ça aura été voté, nous devrons, comme l'a dit Lord Hamilton, nous devrons ensuite faire campagne pour le Frexit, parce que toutes les forces se déchaîneront pour essayer de nous en empêcher. Donc ne faites jamais confiance à des opposants de pacotille qui vous laissent entendre qu'ils n'en pensent pas moins mais qu'ils avancent masqués. Comment quelqu'un qui a été élu sur le programme de rester dans l'Union européenne pourrait ensuite mettre en œuvre le programme de sortie alors que toute l'oligarchie lui tomberait sur le dos, et d'ailleurs ses électeurs, parce que parmi ses électeurs, il y en aurait une bonne quantité qui diraient « Mais attendez, je n'ai pas voté pour ça ». En ces choses-là, comme le dit le proverbe turc, on n'est pas un peu enceinte. On est enceinte ou on ne l'est pas. Eh bien, on est pour le Frexit ou on est pour une autre Europe, la façon d'enfumer la population. Donc le deuxième choix qui est le vôtre, si vous votez pour le Front National, la liste Bardella, si vous votez pour la liste de la France Insoumise, de Madame Aubry, si vous votez pour toutes les autres listes, en définitive, il ne se passera rien. D'ailleurs, les Républicains, naguère l'UMP, jadis le RPR, ont des députés au Parlement européen depuis 40 ans. L'UDI, l'UDF, le MoDem, depuis 40 ans. Le Parti communiste français, depuis 40 ans. Les Verts, depuis 40 ans. Le Front National, depuis 35 ans. M. Le Pen a été élu député au Parlement européen en 1984. Il est toujours assis, comme il a rappelé, sur son rocher. Il est toujours assis dans son poste de député 35 ans après. C'est parti. Mme Le Pen a été 12 ans au Parlement européen. M. Mélenchon a été 14 ans au Parlement européen. Qu'ont-ils fait? M. Philippot aussi, d'ailleurs, qui maintenant a découvert qu'il fallait sortir de l'Union européenne. Qu'a-t-il fait au Parlement européen? Aucun de ces personnages n'a jamais dit le millième de ce qu'a dit Nigel Farage au Parlement européen. Ils se sont contentés de prendre l'argent et de ne rien dire, voire de se tromper de vote. Il paraît-il que M. Mélenchon s'est trompé au cours de son magistère, la bagatelle de 266 fois. C'est-à-dire qu'il a voté pour les farines animales et après il dit « Ah, je me suis trompé ». Ce qui est assez pratique parce que le vote reste acquis, mais ça lui permet ensuite
de dire aux gens « je me suis trompé ». Il s'est trompé 266 fois, m'est avis qu'il ne faudrait quand même pas lui donner les clés du code nucléaire. Il ne faudrait pas qu'il se trompe. Et qu'au lieu d'appuyer pour appuyer, s'il était un jour à l'Élysée, au lieu d'appuyer la touche qui fait venir l'huissier, il appuie sur la bombe thermonucléaire. Ne votez pas pour ces escrocs. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment que ces gens vous parlent avec honnêteté ? Est-ce que vous avez vraiment vous avez le sentiment qu'ils vous parlent du fond du cœur et avec leurs tripes, qu'ils vous disent la réalité de la situation ? Ils étaient tous là extraordinairement gênés à trouver quelle entourloupe sémantique ils allaient pouvoir utiliser face à mon discours clair et net, parce que moi je m'inscris dans la plus grande tradition française, celle de Nicolas Boileau-Despréaux dans son art poétique. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Nous sommes les seuls à vouloir la sortie de l'Union européenne. Alors, vous avez une troisième possibilité, c'est de vous abstenir. Je vois certains mouvements qui n'ont jamais collé autant d'affiches que de faire des affiches pour dire il faut s'abstenir. Abstention citoyenne. Mais par qui sont-ils financés ? Quelles ressources, qu'est-ce qu'ils recherchent ? Si vous êtes tenté par l'abstention, méditez bien quelque chose, c'est que cette abstention servira Macron. Parce que si vous voulez voter contre Macron, si plutôt que voter contre Macron, vous vous abstenez, c'est un immense cadeau que vous lui faites. Et ne venez pas me dire, un jour quelqu'un m'a dit, vous vous rendez compte, s'il y a 60% d'abstention aux prochaines européennes, j'ai dit oui, je m'en rends très bien compte, c'est ce qu'il y a eu en 2009. 59% et quelques. Ça ne changera rien. Demain, il y aurait 70%, ça ne changerait rien. 80%, ça ne changerait rien, parce qu'il y aura toujours 15 ou 20% des Français qui iront voter. Ne croyez jamais ça. Parce qu'il se passera, s'il y a une forte abstention, il se passera la même chose que ce qui se passe tous les 5 ans. À 20h, ou 21h, ou 22h, je ne sais pas quand est-ce que ça se termine, les européennes, c'est souvent le scrutin se termine un peu plus tard. On fera venir un expert, M. Alain Duhamel, M. Olivier Duhamel, Mme Georgette Duhamel, M. Pierrot Duhamel, qui viendra et qui expliquera. Nous avons une très forte abstention, ce qui témoigne d'une situation très préoccupante et qui est un certain divorce entre les Français et la construction européenne. Sans doute, les forces politiques n'ont-elles pas fait preuve d'assez de pédagogie, mais c'est un coup de semonce. Il va vraiment falloir maintenant que les partis politiques prennent la question européenne au sérieux. Merci, Monsieur Duhamel. Tous les 5 ans, à 20h12, ils disent exactement le même texte. Donc s'il y a 58%, 63% d'abstention, tout le monde s'en foutra, il y aura un petit édito comme ça dans un journal, et 3 jours après, on emballera les œufs avec. Et pendant ce temps-là, les députés européens auront été élus députés européens, et point barre. Et puis vous n'en entendrez d'ailleurs plus jamais parler. Donc je vous déconseille formellement de voter pour Madame Loiseau. Je vous déconseille formellement de voter pour les listes de toutes les listes qui ont déjà eu des députés européens ou qui en ont encore. Fait quand même un certain culot à M. Philippot pour nous expliquer doctement qu'il fallait sortir de l'Union européenne alors qu'il est député européen sur la liste. Il a été élu avec l'étiquette FN. Il n'a même pas eu la décence de démissionner de son poste en crachant sur les FN. Je vous déconseille formellement de vous abstenir. Alors, eh bien alors, j'ai une autre idée. L'idée avec laquelle nous allons conclure, je vous conseille de voter pour la liste de l'UPR. Et pour une raison simple. Imaginez, dimanche 26 mai, le scrutin s'arrête, il y a le TF1 20h, le France 2 20h, ou 21h, 22h, ça se termine un peu plus tard, je crois, le grand journal des élections. Vous zappez d'une chaîne à l'autre, vous voyez M. Gilles Boulot sur TF1 qui est livide,
Madame Nathalie Saint-Cric, livide sur France 2. Sur BFM TV, ils sont couleur aspirine. Et comme un faire-peur de deuil, Gilles Boulot sur TF1 vous dit « Eh bien, les premiers résultats qui nous parviennent sont quand même très inquiétants, puisque contrairement à ce qu'avaient indiqué les sondages, pourtant très fiables, il semblerait qu'une liste fasse un score bien meilleur que prévu. C'est la liste Ensemble pour le Frexit de François Asselineau. Et que cette liste pourrait atteindre 9% des suffrages, si on en croit, ce qui est incroyable, ce qui témoignerait d'une véritable percée du populisme. Qu'en pensez-vous, Bernard-Henri Lévy, que j'ai invité? Alors, je vous prie, si vous voulez avoir ça, si vous voulez vous payer ça, si vous pouvez avoir l'éclat de rire de la décennie avec ça, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, voter pour la liste de l'Union populaire républicaine. Merci à tous. Et bien entendu, vive la République et vive la France!